Plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise olympique, mais c'est surtout le parcours d'Yvette Lambin-Berty. Elle a appris à nager plus tard que les autres enfants, mais une fois dans le bain, elle a rapidement doublé tout le monde, au point de devenir nageuse de compétition. Non, c'est bon, t'es dans l'équipe. D'abord professeur d'éducation physique et sportive, cet enfant du Rocher a gravi tous les échelons. Administrateur du Stade Louis II, directeur de l'éducation nationale, secrétaire général du comité olympique et puis ambassadeur de Monaco à l'UNESCO. Sa spécialité, briser les plafonds de verre. Souvent seule femme dans des milieux masculins, sa puissance d'organisation a toujours fait la différence. YLB, c'est le destin exceptionnel d'une prof de sport devenue ambassadeur à l'UNESCO. Yvette Lambin-Berty est notre invitée ce soir à la Vigie. Ville à la Vigie, dire bonjour. Oui, bien sûr, je vous ouvre le portail et je vous attends en haut. Streets and noises, a thousand faces, the skies of dusk never leave traces. Day is falling, falling into sleep. Bonjour madame, Bonjour. Bienvenue à la Ville à la Vigie. You know how it feels, swinging sirens, running after me. Madame l'ambassadeur, merci Yann, Anthony. de nous rejoindre ici à la Vigie. Mais je suis ravie. Je ne peux vraiment. pas vous serrer la main, je ne peux pas vous embrasser. On est en déconfinement. Tout à fait. Et C'est- puis, on se doit de le faire, n'est-ce pas? Vous êtes régulièrement venu à la Vigie ou c'est une première? Non, c'est la première fois. C'est la première Oui, fois. oui. Oui, c'est tellement un moment magique pour moi, vraiment. C'est Alors tellement dire beau. qui est l'intendant de la Vigie, c'est vraiment un des joyaux de la Côte d'Azur. Hein. Oui, effectivement, donc nous avons le privilège d'être encore une villa et non pas des appartements comme tous les autres établissements, comme le nôtre. C'est Voilà. le style Victorien, Victorien. Victorien, Bien tout entendu. à fait, et qui a donc été instillé par les Anglais, qui descendaient en hiver, En hiver, à oui. Nice. Et pour cette raison aussi que nous avons la promenade des Anglais. Ah. Et voilà, absolument. Karl Lagerfeld y a vécu a priori Une entre dizaine d'années. 86 Oui, tout à fait. et l'an 96, 2000. oui, c'est ça. Saviez-vous dire que Yvette Lambin-Berty, qui a donc été tour à tour administrateur du Stade Louis II, qui a été directeur de l'éducation nationale, qui est à présent ambassadeur auprès de l'UNESCO, souhaitait au départ devenir styliste. ça doit vous évoquer quelque chose, Karl Lagerfeld. Ah oui, c'est un aboutissement incroyable dans cette démarche. Mais à l'époque, c'est parce que mon père connaissait Balmain. Il l'a connu quand il faisait ses études à Paris. Et il m'avait dit, si vraiment c'est ta voie, tu rencontreras Balmain. Mais aujourd'hui, je marche sur les pas de M. Lagerfeld. Voilà, c'est un bonheur. Mais c'était votre voie a priori, devenir Oui, styliste. Oui, quand j'étais vraiment jeune fille. Et puis après, le sport m'a rencontrée, ou j'ai rencontré le sport. Et j'ai, D'accord. voilà, un peu changé. Je vous en prie. Merci. Vous êtes un enfant du Rocher. Ah oui. Oui, oui, vraiment. Oui, je suis née sur le Rocher. J'y ai vécu mon enfance. J'ai commencé à aller au lycée. J'habitais tout de suite à côté du lycée. Enfin, mais le Rocher, à cette époque-là, c'était un vrai quartier, comme un petit village, avec beaucoup de commerces. Toutes les maisons étaient occupées par des familles, beaucoup d'enfants. Donc, on avait une vraie vie très proches les uns des autres, beaucoup de solidarité, de gentillesse. Moi, je garde ces moments-là. Des lieux pour jouer, par exemple, moi j'habitais rue de l'Abbaye, mais qui à l'époque s'appelait rue des Vieilles Casernes, qui est en face l'archevêché. Il n'y avait pas de voiture, hein, les gens ne se garaient pas là. Donc c'était un espace déjà, c'est là que j'ai appris à faire du vélo, du patin à roulettes. Et puis les jardins de Saint-Martin, qui n'avaient aucun secret pour les enfants, même ce qui était interdit. Quand vous dites que c'était
un vrai quartier. Je crois que ça s'appelait même la capitale, Monaco-Ville. Non, mais ça, c'est nous qui le pensons. Ça, c'est vous qui le pensez. Mais il y a d'autres quartiers aussi vivants, aussi importants. Hein. J'imagine qu'il y avait des boulangeries, des boucheries, Des épiciers. des épiciers. Au moins 3 ou 4 épiceries, 2 cordonniers 2 cordonniers. et 2 couturières à domicile. Ah, on en revient au stylisme. Oui, on en revient de ces moments délicieux. Quand j'accompagnais maman chez les couturières, il y en avait 2. Et oui, c'était... Voilà. Donc en fait, on pouvait faire plein de choses sur le Rocher. Je perçois de la nostalgie ou non? Non. Non. Ah, ça aurait été une autre vie. Non, sincèrement. Vous ne regrettez rien? Non, je ne regrette rien. Parce que le sport vous a rencontré ou vous avez rencontré le sport. Je ne sais plus quelle est la formule que vous Oui. avez employée il y a quelques, Je l'ai dit secondes. Je l'ai dit dans les 2 sens. Non, je l'ai rencontré à la piscine du port quand on allait au cours de natation scolaire. À cette époque-là, il y avait déjà des cours de natation scolaire. Ça, c'était vraiment important. À cette époque, mon père était directeur de la jeunesse et des sports. Et voilà, et donc, bon, je vais aller vite, mais quand j'étais enfant, j'ai eu un problème, vous savez, la cutie, donc j'ai fait une primo-infection. Donc, la montagne, systématiquement, tous les étés, à la fin de l'école, pas de plage, rien, pas de soleil. Vous savez, c'était très... Voilà. Donc, le jour où j'ai su qu'on allait avoir des cours de natation à la rentrée, c'était en 4e, je crois, je ne crois pas que je savais nager. Donc, j'ai dit à une de mes amies du Rocher, on va aller à la piscine, et on a pris une entrée, on a fait tout ce qu'il fallait, puis on était en milieu de bain, on était au petit bain, et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, on va essayer de s'allonger. On a coulé, évidemment. Mais à la fin de la matinée, on a traversé la moitié du bassin. Donc, le jour des cours, on était prête. Et à partir de là, ça m'a plu, j'ai nagé. Après, j'ai été identifiée pour faire partie d'un groupe de compétition, et puis on s'est beaucoup entraîné. Vous parliez de l'école et des cours de natation, mais je crois que vous alliez avec des copains très tôt le matin à la piscine du port. C'est quand on a passé le cap des apprentissages, on va dire, et qu'on a commencé à faire de la compétition. Déjà, à cette époque-là, on nageait 2 fois par jour. 2 fois par jour? Oui. Le à quelle heure? matin, 6 heures, on était déjà au bord du bassin. D'accord, donc avant l'école? Et l'après-midi, vers 5h30, on redescendait nager. Quand j'évoquais cette idée d'enfant du Rocher, c'était à double sens. Vous êtes vraiment une monégasque pur sucre. Vos 2 parents sont monégasques et vos 4 grands-parents sont monégasques. Oui. Oui. C'est devenu rare, ça, aujourd'hui. Ah, évidemment, mais oui et non, parce que les familles qui ont commencé comme ça, comme nous, ils existent toujours. Je veux dire, c'est qu'il y a plus de monde qu'avant. Alors, la natation, c'est ce qui vous a donné envie d'enseigner, de devenir professeur d'éducation physique? Oui, je pense. Et puis, je crois que j'ai aimé la notion de l'enseignement aussi. Ça m'a plu. J'aimais aller au lycée, j'aimais mes professeurs, enfin, je veux dire, avec tous les aléas qu'on connaît quand on a des professeurs. Hein. Il y en a qu'on aime mieux que d'autres, il y en a qui sont plus sévères, d'autres plus... Et voilà. Mais ça m'a plu, alors je me suis dit, comme j'étais vraiment très avancée dans le domaine du sport, voilà, j'ai choisi de faire des études pour devenir enseignant d'éducation physique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'enseignement? C'est la transmission. C'est donner la possibilité aux autres, donc aux enfants, d'avoir de l'autonomie, de prendre confiance en eux dans le domaine de la natation, mais aussi de s'épanouir dans toutes leurs possibilités. Et c'est souvent là où, effectivement, les enfants qui ont des difficultés, si on le décèle, on peut les faire progresser énormément. Pas sur le fond de la matière, mais sur leur propre personnalité. L'évolution du rapport entre les enfants et les enseignants, les enfants et les parents, est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Alors oui, bien sûr, mais moi j'étais au lycée en 68, donc c'est vrai que c'est là où beaucoup de choses ont basculé. La mixité, vous voyez, les professeurs, je ne pense pas qu'ils aient
ils ont trouvé des jeunes plus agités, Ouais. plus entreprenants, assez drôles. Assez drôles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sens de la discipline Voilà, je crois que... qui a évolué en qui a tout cas, ces évolué, dernières années. Qui a évolué avec des bonnes choses, hein, parce que moi je me souviens quand j'étais étudiante à Aix, les professeurs fumaient en classe. Hein. Donc, là, vous voyez, on va dans la bonne chose. Dans l'enseignement sportif. Non, dans les amphis, partout, je veux dire. D'accord. C'était cette libération, vous voyez, qu'avait apporté un peu 68. L'université a été marquée, hein. C'est le moins des choses qu'on puisse dire quand même sur cette période. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut respecter l'enseignant. C'est très important, parce qu'on n'est pas dans un moment facile. Les parents sont c'est un accompagnement du temps de scolarité important. Quand vous dites qu'il faut respecter, vous vous adressez aux enfants, aux parents, vous vous adressez Oui. au pouvoir public qui doivent mieux les respecter en les payant mieux, en leur donnant de meilleures conditions de travail. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je pense que le rôle de l'enseignant est un rôle très important. Lui-même se soumet à une discipline puisqu'il dépend d'un chef d'établissement. Il est libre de son propre enseignement. Il est parfois, pas toujours mais il est inspecté. Mais après, il est essentiel au développement de la jeunesse, l'enseignant, parce qu'il est dans les étapes, il transmet, il encourage, il ouvre des vocations. Il transmet les valeurs. Il transmet. Mais par contre, pour l'enseignant, ce qui est important, c'est justement de ne pas être dans l'affect, mais de rester dans sa position d'enseignant pour la classe. Vous voyez, et c'est un beau lien. Mais pour répondre à votre question, oui, tout le monde doit le respecter. Comme lui, il respecte aussi bien les familles que les parents. Vous étiez respecté? Je crois. Je crois. Prof de gym, c'est un petit peu connoté quand même. Négativement parfois. Ah, oui. Parce qu'on a le sentiment finalement que le prof de gym, c'est aussi celui qui connaît le mieux les enfants. Mais c'est vrai. Oui, mais moi, si vous voulez, ça a été le début de ma marche en avant quand j'ai été nommée enseignante. Alors d'abord, je réussis le CAPES, je reviens en poste ici, et le poste qu'on me propose, c'est un poste d'enseignement de la natation. Donc, celui pour lequel je m'étais préparée pour pas paraître incapable, bon, on me le propose. C'est vrai que ça correspondait aussi à mon parcours, mais j'y reviens avec une vraie formation, vous voyez, et je l'aborde avec beaucoup d'intérêt. Là, à ce moment-là, j'ai 2 collègues qui font comme moi, on a formé une équipe, on a pris des initiatives. Moi, je me souviens d'être allée voir le directeur de l'établissement et je lui avais dit « Ah non, moi je ne veux pas aller en conseil de classe si ma note, elle ne compte pas. » Alors, il m'a regardé, eh bien, la note de la natation est apparue sur le bulletin. Parce que j'ai expliqué, j'ai dit, alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pour... voilà. Et c'est vrai que l'enseignant, dans les conseils de classe, ça compte. Parce qu'il est dans une autre gestuelle quand il est à l'éducation. Et pourquoi? physique. Parce qu'il connaît, il peut mieux appréhender le sens de l'effort, la psychologie oui, et puis de l'enfant. l'appréhension de certains. Ouais. Vous voyez, non, je crois que ça... Puis c'est dans la formation, en fait. Moi, je suis très heureuse d'avoir fait cette formation. Vous voyez, sans complexe de rien. Parce que d'abord, on a eu une classe prépa où on a fait toute l'anatomie, la physiologie, la psychopédagogie. Donc, fini ça. Le corps et l'esprit. Moi, je savais tout par cœur parce que je disais, je voulais pas... À l'oral, à Aix, j'ai eu l'omoplate. Voilà. Donc, il fallait savoir toutes les insertions musculaires, tout ça. Voilà. Donc, c'était un gros travail en peu de temps. Et en même temps, tous des cours de physique. L'omoplate, vous avez 4 heures. Ouais. Et ben non, là, c'est un entretien plus rapide. Bon, je vais dire, donc, un bagage comme ça au départ, et puis après des années orientées sur les connaissances, la sociologie, les méthodologies importantes. Et je crois que les méthodologies. Ouais. Alors ça, c'est un mot qui revient régulièrement. Mais parce que vous êtes quelqu'un de très structuré, vous êtes dans l'organisation, vous aimez la méthode, les objectifs, les projections. Voilà. Il y a quelques semaines, notre premier invité dans cette émission, c'était Fabrice Larue, qui a arrêté l'école à 13 ans. Et pour lui,
c'est une des clés de sa réussite parce qu'il nous a expliqué que l'école ne lui avait pas appris, étant donné qu'il n'était pas allé à l'école, quelles étaient les limites, ce qu'il pouvait et ce qu'il ne pouvait pas faire, et il a fait tout ce qu'il a voulu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Que l'école, parfois, met dans des cases, donne un cadre, nous met un schéma en tête et nous dit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais je pense que c'est justement pas le but de l'école, d'encadrer comme ça. Le but de l'école, c'est de faire prendre conscience des possibilités d'un individu, de toutes ses possibilités, si vous voulez. D'autant qu'une scolarité, je dirais jusqu'au bac, ce que n'avait pas fait votre invité, c'est des apprentissages. Je veux dire, c'est une étape. Ce qui se construit, c'est après. Donc, si là, vous arrivez avec, je dirais, un panel d'atouts, tant mieux. Moi, j'ai renforcé l'enseignement des langues, dès la maternelle, d'une deuxième langue. Parce que ça, c'est l'ouverture à devenir un citoyen du monde. Tout ça a ouvert des choses, des possibilités. Bon, on a eu des grands moments, quand là, j'ai sauté déjà, je suis à l'Éducation nationale. Mais on a eu une période où on nous a contraints, les chefs de service, à préparer des comités interministériels. D'accord. Et donc, moi, j'en ai préparé 2, éducation et jeunesse. En quoi ça consiste, un comité Eh bien, c'est de définir quel est l'objet, c'est-à-dire l'éducation, et quels sont les objectifs qu'on se donne, à moyen terme, à long terme. On en revient aux objectifs. Donc, la méthode, c'est ça que méthodologie, objectif, projection. Mais après, ça permet justement de suivre. Et donc, à un moment donné, moi, ça m'a permis d'intégrer l'éducation culturelle en milieu scolaire, qui est un complément important, avec un partenariat avec les ballets, l'orchestre, le théâtre. C'était passionnant. Quand vous étiez directeur de l'éducation nationale jeunesse et sport, ça représentait, vous aviez 800 personnes sous votre autorité, 6000 élèves. Voilà. Mais alors, ce qui est extraordinaire à ce stade-là et à ce poste, c'est que c'est comme si vous aviez une entreprise de cadres. Donc autonome. Des gens qui sont Bac plus 4, Bac plus 5, qui ont l'agrégation, le CAPES, ils sont tous quasiment diplômés, puisque on avait auparavant, au début, lancé vraiment une campagne pour que tout le monde se mette à niveau pour les monégasques. Alors là, voyez-vous, ça a été une période où moi j'étais certainement un peu critiquée ou malmenée, parce que le premier degré, c'était obliger les gens à passer les concours, alors qu'ils avaient des compétences, alors que si. Mais il y avait une décision de conseil de gouvernement approuvée par le prince qui disait qu'il n'y aurait pas de titularisation si les gens n'étaient pas diplômés. Donc il fallait bien y aller. On a pris des dispositions, des allègements de services, et ça crée une émulation parmi les enseignants. Mais le deuxième degré, c'était qu'ils étaient fiers d'être comme les détachés français qui venaient compléter nos effectifs. Et ça, pour tout le monde, c'est bon. Alors on a un petit peu brûlé les étapes parce que avant de devenir directeur de l'éducation nationale, vous êtes devenu administrateur du Stade Louis II. Alors voilà, on se dit Yvette Lambin-Berty, elle est dans le sport. 1985, on a le Stade Louis II. Yvette Lambin-Berty, chef du Stade Louis II. Et là, c'est une femme qui se retrouve dans un monde masculin. Ah oui. Parce que le Stade Louis II, ce n'est pas du sport. Non, c'est de la gestion. Ce n'est pas que du sport. Oui, non, c'est de la gestion. C'est de la gestion, c'est une organisation d'un bâtiment absolument extraordinaire pour l'époque et encore aujourd'hui, pluridisciplinaire. Il y a bien un stade, il y a bien une pelouse, enfin je veux dire, et il y a une piste d'athlétisme, mais sous des tribunes à un endroit, il y a une piscine olympique. Sous d'autres, il y a une salle omnisport dédiée à tout sport qui peut se pratiquer sur cet espace. Des installations spécifiques pour l'escrime, pour le judo. Vous vouliez devenir professeur de sport. Oui. Et vous vous retrouvez à la tête du Stade Louis II. Là, est-ce que vous avez candidaté pour ce poste ou comment... Alors, j'ai candidaté en fait pour un autre poste qui se libérait au niveau de la direction éducation nationale jeunesse et sport qui avait fusionné.
Et le côté jeunesse et sport se libérer, ça me semblait être Dans vos une corps, voie voilà, ouais. entière. Et puis le conseiller de gouvernement pour l'époque, qui était M. Hon, qui était une personne extraordinaire, me dit non madame, c'est pas pour ce poste, mais c'est pour le stade. Ah, alors là, je On me a dis, pensé à vous pour le stade. voilà. Alors comme j'avais été à l'inauguration pour accueillir les personnalités et surtout le prince Régnier au bassin, j'avais déjà intégré un peu le bâtiment et vu la complexité du mélange de toutes ces populations, je me disais heureusement que c'est pas moi qui m'en occupe. Un an après, j'y étais. C'est ça. Voilà. Bon, eh bien, non, ça c'était L'inauguration, c'était en passionnant. 85, Oui. et vous êtes retrouvé à la tête du 86, Stade Louis II en oui. 86. Oui, oui. D'accord. Bon, là, mon père était encore vivant. Il m'a fait profiter quand même de son expérience de l'administration, c'est surtout de la pénétrer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas, je dirais comme maintenant, le vivier où vous passez dans tous les services, on vous enseigne plein de choses pour savoir. Là, c'est un plongeon dans le vide. D'accord, Totalement. enfin, dans le vide, en tout cas dans un bassin, c'est mieux. Oui, mais là, vous dites quoi dans votre tête? Vous avez confiance en vous? Non, j'ai peur. Vous avez peur? Oui, j'aborde toujours les nouveaux virages avec humilité, mais dans le sens constructif. Est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que c'est qu'il va y avoir? Bon, gérer un budget aussi important que le stade avec les entreprises, les marchés, tout ça, c'était que de la découverte à tous les niveaux. Voilà, la méthode est indispensable et ça aide aussi les équipes parce que quoi que j'ai pu faire, on ne peut pas le faire seul. Hein. Donc les personnes qui travaillent avec vous, eh bien, il faut qu'elles trouvent aussi l'intérêt du travail et pas simplement accomplir la mission du jour. Il faut qu'ils aient déjà des missions un peu spécialisées pour qu'ils accomplissent et ils renvoient. Vous, quand vous vous mettez la pression, c'est plutôt bénéfique, c'est-à-dire que ça vous stimule et c'est là que vous posez toutes les questions, a priori Oui. toutes les bonnes questions, que vous fixez une feuille de route. Donc vous gérez bien la pression en fait. Ben, peut-être, oui, peut-être, parce que c'est indispensable. Il faut être conscient de ce... Et puis de la confiance qu'on vous fait. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais une femme dans un milieu vraiment d'hommes. Il y avait le football professionnel, le basket qui était professionnel, tous les amateurs. Mais ceci dit, je crois qu'il y a des choses qui vous guident, des principes, de l'éthique, vous voyez. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les bénévoles, pour les gens qui s'engagent, pour les gens qui font tout ça pour les enfants, pour que les clubs existent, il faut bien qu'il y ait des dirigeants derrière. Donc, comme j'avais cette propension à respecter les gens, je n'étais pas en opposition avec eux. Quand vous dites une femme dans un milieu d'hommes, évidemment, le football, tous les sports au Stade Louis II, il y avait à cette époque, en 85, il y avait beaucoup de femmes qui avaient rang de directeur ou d'administrateur à Monaco? Je ne me souviens plus vraiment, mais peut-être pas trop, non, pas beaucoup. Vous aviez conscience de ça, faire partie des pionnières Non, moi, je crois que j'avais conscience d'avoir de la chance. Parce que il y a des carrières, pour nombre d'entre nous, qui n'auraient pu être faites dans un pays plus grand. Il y a beaucoup plus d'intermédiaires, il y a beaucoup plus... Vous voyez, d'un coup, vous arrivez dans la structure la plus extraordinaire du moment, celle que le prince Régnier avait voulu, à laquelle il tenait beaucoup. Donc vous vous dites, et c'est moi qui fais ça, voilà. Et donc ça ne peut que vous stimuler pour continuer à avancer. C'est pas de l'ego, c'est qu'on rentre vraiment dans l'utilité de son pays. Le service public, c'est ça, il ne faut jamais l'oublier. On le choisit, le service public. Il ne faut pas y aller par défaut. C'est pas le service public qui vous choisit? À un moment donné, peut-être. Il vous identifie. Mais au départ, c'est un choix. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, l'administration, c'est pas tout à fait une science exacte. C'est pas l'administration qui n'était pas vraiment une science exacte, c'est l'opportunité de changement dans l'administration. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. Et Là, ça se passe par les escaliers ou par l'ascenseur? Pour le Stade Louis II, ça s'est passé par l'ascenseur. Ça s'est passé, oui, par l'ascenseur. Pourquoi pas, oui, oui. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, quand la porte s'ouvre, il faut bien réfléchir parce qu'elle peut ne pas s'ouvrir une deuxième fois ailleurs. Ou, voilà. D'accord. Non, c'est parce que comme
Je suis toujours un peu hésitante, tout en sachant au fond de moi que c'est une grande chance. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais je pense que non, l'administration, c'est sûr, c'est normal que ce ne soit pas une science exacte. Ce n'est pas parce que vous êtes rentré au bas de l'échelle que vous allez devenir ministre. Ça, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est les capacités des gens, mais vous êtes repéré assez vite. On avait fait un travail d'ailleurs dans l'administration à une époque pour identifier les éléments à haut potentiel. Ça n'est pas, comment dirais-je, injuste pour les autres, mais c'est qu'au milieu, vous avez toujours des gens qui ont ou eu des parcours, ou ont profité différemment, ou ont aussi des qualités propres. Parce que quand on est déterminé, on ne compte pas son temps, on a envie de parler d'initiative, je veux dire, vous voyez, on sent qu'il y a un potentiel. Ça, c'est quand le mérite est pris en compte. Et oui. Dans l'administration monégasque, on est dans un système de méritocratie? Eh bien, moi, je veux encore le croire. D'accord. Voilà, parce que c'est toujours possible. Quand vous dites possible. « moi, je veux encore le croire », ça veut dire que certains n'y croient pas? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui non, mais... vous font penser que ce n'est pas toujours le cas? Non, mais je crois que pour nous, c'est un devoir. Vous voyez, c'est au-delà de savoir si ça fait plaisir à quelqu'un, si ça ne lui fait pas plaisir. L'administration, dans la culture de l'administration, elle est censée être anonyme. Chacun joue son rôle, on est là pour ça. Mais à Monaco, il n'y a pas d'anonymat. On est trop petit, on se connaît tous trop. Mais il y a des politiques. Vous voyez, on peut mener des politiques. Moi, j'ai fait partie d'une génération qui a pu proposer des choses parce qu'il y avait une volonté. Le prince Régnier, le prince Albert ont toujours été très vigilants à la politique de la jeunesse et du sport. Donc, Stade Louis II, 1986, et 1987, alors là, c'est le premier obstacle. Vous aviez raison de trembler en vous retrouvant à la tête du Stade Louis II, l'organisation des Jeux des petits États. Alors, du coup, moi, j'avais une double facette, déjà. J'administrais le stade, avec un staff important, du personnel technique, des gens très compétents. Et puis, en même temps, j'étais secrétaire général du comité olympique. Donc, au titre du comité olympique, j'avais été chargée de l'organisation du programme sportif de tous les sports. Et en même temps, avec le stade, il fallait faire en sorte qu'on puisse faire tous ces sports. Alors, l'enjeu, c'était qu'il y ait le plus de sports possible dans le bâtiment. D'accord. Par exemple, on avait mis la natation à 17h, pour dire, et à 18h30, l'athlétisme. Si bien que les spectateurs de la natation pouvaient aller voir l'athlétisme. Et tout avait été coordonné comme ça. Alors c'est pour ça que... Alors que là, j'ai pas eu de... c'était sur des sites différents, j'imagine, dans les autres pays. Évidemment, mais parce qu'il n'y avait pas ce bâtiment. Et le représentant du CIO de l'époque était M. Arthur Takak, m'avait dit, madame, c'est la première fois qu'on fait autant de sport dans un seul bâtiment. D'accord. Alors, on était une grande fierté parce que c'est ce que voulait le prince. Enfin, je veux dire, il n'avait pas fait construire ce bâtiment pour rien. Omnisport. Voilà. On avait d'ailleurs transformé la salle de gymnastique en stand de tir. Et en fait, tout s'est enchaîné. L'haltérophilie, après le judo dans la même salle. Et alors là... Juste pas la voile? La voile et le tennis. La voile et le tennis. À cette époque-là, oui. Ça représente quoi, des centaines d'athlètes? Ah oui, oui, oui. Les Jeux, à l'époque, peut-être un peu moins. Ça devait être peut-être de l'ordre de 600, quelque chose comme ça. Mais quand on les a refaits, on a dépassé les 1000. Alors ça soulève des problèmes logistiques. Parce que donc là, on parle de 87. Il y a eu encore des Jeux en 2007. Oui. Donc c'est tous les 20 ans que Monaco se retrouve pays organisateur. En 2007, vous avez une idée assez originale. Eh oui, parce que... Parce qu'il faut les loger. Oui, et puis il y a aussi un standard qui évolue, vous voyez. Si à l'époque on avait pu utiliser le centre méditerranéen ou des choses comme ça pour les hébergements, en 2007 il fallait aller dans des hôtels, d'ailleurs dédiés à un hôtel à une délégation, et c'était impossible pour nous. Donc on en avait parlé parce que le prince Albert était évidemment au sommet de notre organisation. Il a tout validé, toutes les idées. Et donc, on en parlait, et puis on a pris la décision de dire, pourquoi pas un bateau?
voilà, moi un j'avais... petit village olympique flottant. Ah oui. Mais vous savez, c'est vraiment inscrit dans l'histoire des Jeux des petits États. J'imagine. Voilà, parce que un bateau, il a des fonctionnalités, le personnel, le rituel des repas. Vous voyez, c'est extrêmement souple. Et nous, ce qu'il fallait, c'est que les jeunes, quand ils venaient d'une compétition, si ce n'était pas l'heure du déjeuner pile, ils arrivaient, ils trouvaient encore. Donc eux, ils ont l'habitude de faire plusieurs repas par jour sur un bateau. Et donc là, on avait complètement changé. Hein, les menus, il n'y avait pas le dîner du commandant avec le homard. Et donc ces jeunes, ils arrivaient des compétitions, ils rentraient sur le bateau, ils allaient dans les cabines, ils montaient déjeuner. Il y avait un pont magnifique à l'arrière, en bois. Et je dois dire que même pour nous, ça a été quand même la première fois où on voyait Monaco, Monte-Carlo, de cette manière confortable, comme si on avait été en mer, en fait. Ça, c'est toute la singularité de Monaco. On veut faire comme les autres, on n'a pas forcément la place, donc on doit trouver des idées, on s'adapte et on fait différemment. Oui. Et souvent, c'est grandiose. On peut reprendre l'idée du Grand Prix. Et oui. On voulait à Monaco avoir un circuit, on n'avait pas la place, on l'a fait en ville. Voilà. C'est devenu une course mythique. Oui, mais je pense parce qu'on s'approprie ce challenge. Il y a cette volonté, quand on est un petit État, il reste malgré tout cette modernité, tout ce qu'on peut imaginer d'aujourd'hui, qui n'est plus le village de l'époque, pour dire en général. Hein. Mais les gens s'approprient un événement, sont fiers, et c'est comme ça qu'on recrute beaucoup de bénévoles. Des gens formidables. Ce sont des gens qui donnent de leur temps et qui occupent parfois des fonctions beaucoup plus spécifiques et professionnelles que leur formation à eux, mais avec enthousiasme, et c'est toujours des grandes réussites. Alors vous l'avez dit, vous êtes secrétaire général du comité olympique monégasque. Et justement, nous avons ici un flambeau, une torche olympique magnifique. Ça, c'était celle... Des Jeux de Londres. Des Jeux de Londres. C'était en 2012. Oui, c'est ça, 2012. Vous-même, Yvette, vous avez porté la flamme à Monaco. Oui, c'était les Jeux de Grenoble. Ouais. Et on avait donc eu la flamme qui traversait Monaco dans son parcours sur le territoire français, avait été venue jusqu'à Monaco. Et oui, moi je l'ai portée à un moment, comme nombre de mes camarades de l'époque, dans la rue Caroline. C'est quand même incroyable. On a un souverain à Monaco. Je pense que ça, c'est ce qui fait aussi une de nos spécificités. Le prince Albert a participé à combien d'Olympiades? 5. 5 Jeux olympiques. Ça a lieu tous les 4 ans, au bobsleigh. En bob, oui. Ah oui, il faut quand même mesurer ce que ça représente. Ouais. Déjà, c'est une discipline très, très dure, très physique. Et la participation dans le temps est remarquable. D'autant que ce n'était pas un athlète lambda, puisqu'il avait d'autres obligations. Quelques-unes. Voilà. Il a participé à la Coupe du Monde, à des épreuves de la Coupe du Monde. Il a eu à ce moment-là un emploi du temps extrêmement chargé. Vous avez un grand souvenir des Jeux Olympiques en particulier? Oui, Los Angeles. C'était la première fois que j'allais aux Jeux Olympiques. J'étais donc un... 84. Ouais. J'étais un jeune dirigeant. Et in fine, je me retrouve chef de la délégation. Et on rentre, l'entrée dans le stade, voilà, c'est une émotion toujours pour les athlètes la première fois, et même les autres fois. Mais moi, en fait, j'étais, on va dire à vol d'oiseau, pas si loin de l'époque où je nageais, vous voyez, et je rentrais dans un stade au moment des Jeux Olympiques. Là, c'était une très, très grande émotion, un moment magnifique. Voilà, c'est très beau, les Jeux de Los Angeles. Alors, vous allez rapidement pouvoir exercer à nouveau votre talent d'organisatrice. 1993, à Monaco, a lieu la 101e session du Comité international olympique. Et oui. Ça, c'est un événement énorme pour la principauté. Oui. Parce que, en fait, les membres du CIO, c'est pour la plupart des hautes personnalités.
Donc c'est vraiment un événement international qui a lieu à Monaco. Oui, et on a fait un appel aux bénévoles à cette époque. Donc là, ça veut dire, vous accueillez combien de personnes à Monaco? Là, ce coup-ci, vous ne pouvez pas les mettre sur un bateau, mais... Non, d'abord accueillez... parce que c'était différent. La population dont vous prenez, vous avez la charge... Ce sont des VIP. Voilà, sont des VIP pour beaucoup, beaucoup de presse, et aussi les villes candidates. Et à cette époque... Donc les délégations. Les délégations officielles... Donc attendez, je crois que je peux m'en souvenir. Istanbul, Berlin, Manchester, évidemment Sydney et Pékin, qui était passé à côté de l'événement cette année-là. Ils se sont rattrapés après, mais c'est Sydney qui était devenue la ville. C'était Juan Antonio Samaranch, qui était le président du CIO à l'époque. Tout à fait. Et donc là, il faut encadrer beaucoup d'événements à Monaco, notamment le Grand Prix, fonctionne sur la base du bénévolat. Oui. Comment on travaille avec les bénévoles? Comment on convainc les bénévoles? Comment on encadre les bénévoles? En l'occurrence, dans cette question, ça a été la dernière année, en fait, quand on savait quoi dire. Parce qu'on ne peut pas aller vers des gens et puis leur dire on a besoin de vous, et puis vous verrez bien. Ça, c'est cavalier et c'est un manque de respect. Et donc, on a eu l'idée de les réunir à la salle Omnisport. On a fait un appel dans la presse et il est venu plus de 600 personnes. Et donc, à ce moment-là, moi, au micro, je raconte l'histoire de la session. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on le fait? Comment on va le faire? Et pourquoi on le faisait? Eh bien, on le faisait justement pour honorer l'engagement au niveau du comité olympique de nos princes. Et pour contribuer au rayonnement de la principauté. Et contribuer, voilà, et donner un élan à la jeunesse dans le cadre des politiques sportives qu'on menait. Donc les gens ont assisté, ont entendu, on avait prévu des stands pour qu'ils viennent s'inscrire, ils sont tous descendus, ils se sont tous inscrits. Bon. Voilà. Et ils ont choisi un peu les différents secteurs, commissions dans lesquelles ils allaient être utiles. Donc c'est comme le poster avec Oncle Sam, I Want You, là c'était Yvette Lambin-Berty, on a besoin de vous. Oui, oui, c'était naturel, je crois que c'était naturel. Et les gens, voilà, parce qu'il faut avoir beaucoup aussi de respect et de considération pour ces gens. Les gens prennent des congés, certains prennent des congés sans solde, donc pris pour être là toute la semaine. Parce que sinon, on vous dit je suis libre le lundi ou le vendredi, donc évidemment on a privilégié les... Voilà. Mais en même temps... Et là tout le monde compte, hein? Tout le monde compte, quel que soit le poste. Parce que chaque poste, quand on est très organisé et qu'on a anticipé ce qui pourrait se passer, on est moins surpris par ce qui arrive. Donc c'est pour ça que chaque personne à son poste compte. Mais je pensais qu'il fallait y associer la jeunesse. Et donc je donne une mission au Collège Charles III. Je vois où vous voulez en venir. Et je pense que vous pourrez nous en parler vous-même, parce que j'ai amené une petite photo qui peut peut-être vous rappeler quelque chose. Bah, effectivement, ça me rappelle quelque chose. C'était voilà, donc c'était le Collège Charles III qui avait participé à la cérémonie de clôture en présentant les différentes villes candidates pour l'organisation des Jeux Olympiques de l'an 2000. Et c'est moi qui m'étais retrouvé. J'étais à peu près habillé comme je suis habillé aujourd'hui d'ailleurs, c'est drôle, un blazer bleu marine et un pantalon beige. Voilà, donc j'ai pas beaucoup grandi depuis 1993. Et c'est vrai que ça avait été une sacrée émotion. Oui, mais je peux vous assurer que ça a été un choc pour le CIO. Hein. Parce que les cérémonies de clôture, les cérémonies là, vous vous êtes dit, c'est chouette ce qu'a organisé le Collège Charles III, parce qu'à l'époque, c'était juste pour la remise des prix en fin d'année au mois de juin. Bien sûr. Et vous avez vu ça. Je me souviens que le prince Albert avait participé à cette remise des prix. Oui. Et vous avez vu ça, vous vous êtes dit, on va faire ça aussi pour la session du CIO au mois de septembre. Voilà. Monaco n'est pas en compétition avec toutes ces villes. Mais la principauté a été particulièrement heureuse d'accueillir le comité international olympique à l'occasion de sa 101e session. Dans un instant, les efforts bénévoles des organisateurs vont être brillamment couronnés avec la proclamation par le président du CIO du nom de la ville désignée pour accueillir les Jeux Olympiques d'été en l'an 2000.
tout cas, je vous remercie. C'est vrai que et c'est ça qui est formidable à Monaco quand on est un jeune et quand on est collégien ou lycéen. Moi, j'avais 13 ans et on se retrouve là. Et puis, ça crée des vocations. Mais heureusement que vous m'avez bien géré à l'époque. Vous ne m'aviez pas tout à fait dit, j'étais pas du tout prêt, je ne me rendais pas du tout compte de ce que c'était. Et j'ai appris après que ça avait été diffusé en Mondiovision. Et oui. parce que en Chine, notamment, en Australie. Et donc voilà. En tout cas, ce qui était important, c'était de participer, ce qui nous amène Et oui, à Pierre de Coubertin, en effet. le fondateur de l'Olympisme. L'important aux Jeux Olympiques n'est pas d'y gagner, mais d'y prendre part, car l'essentiel dans la vie n'est pas tant de conquérir que de bien lutter. Et voilà, Vous êtes d'accord avec ça? totalement. Et c'est le prince qui nous l'a offert au comité olympique, justement pour, Ça, c'est un cadeau du prince. oui, pour nous rappeler que ce qui était important, c'était de participer et de bien conquérir ensemble, ou lutter ensemble. Les athlètes Pour les monégasques, équipes. quand ils vont aux Jeux, que ce soit les Jeux des petits États ou que ce soit aux Jeux Olympiques, ils y vont que pour participer ou bien à un moment donné, on se dit on va gagner, on va remporter une médaille? Alors, je crois qu'il n'y a pas un athlète qui n'est pas animé par un espoir de médaille. Mais après, suivant leur niveau ou leur capacité, ils savent à quel moment ils en sont de leurs possibilités quand les Jeux, quels que soient les Jeux qui arrivent. Alors les Jeux olympiques, évidemment, vous connaissez le niveau. On n'a pas comment dirais-je, le bassin de recrutement d'un grand pays. C'est votre rêve un jour d'entendre l'hymne monégasque à la fin d'une épreuve, Oui. être sur la première marche du podium, d'avoir un athlète D'être monégasque? sur un podium. Hein, mais pour l'hymne, il faut effectivement la Il faut première être marche. sur la première. Mais attendez, On l'a vous dites on n'a pas le bassin de population, le bassin de recrutement. Mais Charles Leclerc. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Alors On l'a eu, la médaille. On l'a eu, l'hymne sur la première marche. Et en ça, Formule 1, en Formule 1, mais ça, c'est formidable. à Francorchamps en Belgique, Ah, ça, Monza. c'est un athlète extraordinaire. Non, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a mené cette politique volontariste depuis toutes ces années. C'est pour Est-ce que... qu'on se donne tous les moyens aujourd'hui, quand on a des jeunes talents, et on en a, dans différentes disciplines, Bien sûr. du tennis de table Tennis. au tennis, mais est-ce qu'on se À donne les l'aviron. moyens aujourd'hui? Écoutez, je crois on ne fait jamais assez, parce que tout est perfectible. Mais quand on a des objectifs comme l'objectif du haut niveau et de participer aux Jeux Olympiques, il faut essayer de participer le plus honorablement possible. C'est ce que dit ce message. C'est on y participe, mais on lutte bien. Vous voyez, c'est pas y aller pour ce qu'on peut y aller. Donc, dès lors que nos jeunes ont cette détermination à la préparation, parce que pour devenir un athlète olympique, potentiellement olympique, il faut énormément s'entraîner. Ce qu'il faut, c'est avoir les outils de ça. Donc, des entraîneurs qualifiés, des lieux d'entraînement. Eh bien, chaque fois qu'on a créé un établissement scolaire, on y a mis des installations sportives. Donc, elles servent aux scolaires dans la journée, et le soir, ou le matin tôt, si c'est possible, elles servent aux sportifs. Ce qui est important, j'ai le sentiment, Yvette, c'est à la fois que les jeunes cohérent. la cohérence, le rêve et ensuite se donner les moyens. Un jour, je discutais avec Mika Hakkinen, ancien champion du monde Oui. de Formule 1, et je lui disais, comment se fait-il que les Finlandais et les Monégasques apportent tant de pilotes, que ce soit de rallye ou de Formule Eh oui, c'est 1, vrai. au monde? Parce que là, pour le coup, on a des bassins de recrutement qui sont aussi assez limités, et lui me disait, il faut qu'il y ait du rêve. Et à Monaco, Charles Leclerc, il a le rêve sous les yeux quand il est né. Il a Mais- les Formule 1 qui courent dans la ça. ville. Et ensuite, il a eu la chance d'avoir un encadrement familial, d'avoir la confiance de Ferrari, etc. Donc ça veut dire qu'il faut les rêves. À Monaco, on les a. Dans toutes les disciplines, que ce soit le tennis, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la natation. Les événements internationaux viennent à nous, nos jeunes les voient. Après, ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens de progresser. Oui, mais je pense que c'est exactement ça. L'automobile, et vous êtes bien placé, vous êtes penché, Je m'y intéresse. sur son histoire. Ça fait partie de la vie des enfants et des adolescents et des adultes, le Grand Prix. Là, il nous manque, parce que c'est une transformation de la ville.
c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est l'arène, les Jeux du Stade, je veux dire. C'est cette course effrénée. Donc oui, c'est des modèles. Mais les modèles, ils se sont multipliés avec le temps. Vous les avez plus ou moins cités. Mais dès lors qu'on a construit le Stade Louis II, on a créé le meeting de natation, on a créé Hercules, vous voyez. Et ça tire vers le haut, parce que vous voyez, les vrais athlètes, les grands, ceux qu'on ne croit jamais rencontrés, on les a rencontrés à Monaco. Après, on peut effectivement se recentrer sur... peut-être que l'avenir va nous y obliger. Mais moi, j'aurais tendance à parler des sports olympiques, parce que c'est ce qui nous permet aussi, il ne faut pas l'oublier, de participer aux Jeux et d'entrer dans le concert des nations. Et pour Monaco, cette représentation internationale, elle est importante. Autant qu'on y aille avec la meilleure préparation de nos athlètes. L'excellence, le haut niveau, la reconnaissance et la représentation internationale, mais surtout la culture. Vous êtes depuis 2010 ambassadeur de Monaco auprès de l'UNESCO. Monaco a mené une campagne pour pouvoir intégrer le conseil exécutif de l'UNESCO. Et ça, c'était tout à fait inédit. Ah, c'est même historique. Historique. Et oui, parce que un petit pays qui participe, qui rentre dans un organe de décision de l'ONU, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on a été élu à 160 voix pour 193 votants. C'est ça. Et donc, du coup... Quand on est un petit pays, qu'on dérange personne, oui. On a des scores à la soviétique. Mais ça. Bon, force pas les gens. Non, pas. Mais j'avoue que pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Mais c'est là qu'on voit que Monaco, ou un pays comme Monaco, a un rôle à jouer au sein des organisations internationales. On voit au sein de l'Union européenne, souvent ce sont des Luxembourgeois, parce qu'ils sont à la croix, ils sont entre différents pays, ils parlent plusieurs langues, ils sont très ouverts. Et là, Monaco, au sein de l'ONU, au sein de l'UNESCO, a un rôle à jouer. Oui, parce que, alors, il faut dire aussi que c'est une maison immense, avec des sujets fondamentaux pour la vie des États. L'éducation, la culture, les sciences, la communication, l'éducation physique et le sport, puisqu'il y a le CIGEPS. Donc là, on est de 54 pays dans l'hémicycle. Vous êtes dans la course sans échauffement. La cour des grands. Dans la cour des grands, sans échauffement. Et sans échauffement, c'est juste. Alors bon, là encore, je me suis dit, humilitas, hein, voilà. Parce qu'on ne peut pas... Là, vous tremblez encore, c'est comme le Stade Louis II, c'est comme quand vous vous retrouvez à la tête du Stade Louis II. Oui. Là, vous êtes à l'UNESCO. Je me suis réveillée souvent en sueur la nuit, parce qu'il y a eu des discours à faire de politique générale, les prononcer, avoir des relations, des réunions avec des ambassadeurs qui étaient mes collègues, d'un coup... Comment Monaco est perçu dans un organe comme celui-ci? Il faut dire qu'on a toujours mené ici une politique de coopération internationale importante, avec des pays cibles, notamment en Afrique. L'Afrique étant la priorité à l'UNESCO, parce qu'il y a l'éducation, il y a tout ça. Donc ces pays qui savaient ce que Monaco faisait déjà ont été reconnaissants, m'ont parlé, voilà. Après, mes collègues du groupe 1, c'est-à-dire l'Europe occidentale, c'est des ambassadeurs, c'est des gens de haut vol, des gens formidables, donc ils m'ont accueilli, ils ont découvert ma personnalité, je crois que j'ai très bien été intégrée, et après, effectivement, on peut jouer des rôles, parce qu'on peut avoir un peu de modération. Vous savez, les décisions, elles sont prises par des résolutions qui sont présentées par des pays. Certains sont associés aux pays qui l'organisent, des fois beaucoup, des fois moins. Elles sont parfois assez virulentes, ou elles ciblent de manière un peu incisive et désagréable celui avec qui on n'est pas d'accord. Par exemple ? Là, c'était une résolution que la France soutenait, c'était pour quelque chose qui se passait en Afrique, où on devait dénoncer peut-être un peu des manquements, ou un peu... Et donc, un membre de la délégation vient, me dit « Madame l'ambassadeur, ce serait bien que vous vous associez, que vous signiez. » Bon. Donc moi, je la lis, et je dis « On ne peut pas s'associer à des propos aussi... virulents ? Voilà,
Parce qu'on ne peut pas le penser, puisqu'on n'est pas en accord. Vous voyez, ce n'était pas une violation, c'était des conflits qu'on ne peut pas saisir. Donc, parce qu'il y a d'autres intérêts derrière, c'est ça que vous voulez voilà. dire. Alors, donc, moi, j'ai donné le conseil de supprimer certaines choses. Et à l'époque, l'ambassadeur, c'était M. Rondeau, Daniel Rondeau, qui est un écrivain aussi. Et il était venu me voir après, et il m'a dit, alors merci, hein, parce qu'on vous a suivi et tout le monde a signé. Avec cette crise du coronavirus, pour éviter qu'il y ait une crise économique derrière, qui paraît inéluctable, mais pour essayer de l'amortir un petit peu, énormément de dépenses vont être faites. Ça va aussi impliquer beaucoup d'économies à réaliser. Est-ce que vous craignez pour le financement du sport et de la culture, deux domaines qui vous sont chers, que ce soit dans le monde et à Monaco? Oui, je pense que si Monaco est impacté, c'est bien parce que ça l'est aussi ailleurs. On peut le penser. Aujourd'hui, on peut le penser. Comme vous l'indiquiez, les États ont bien réagi, ont soutenu l'économie, n'ont pas abandonné les personnes qui pouvaient perdre leur emploi. Ils ont adopté des formules particulièrement avantageuses et intéressantes. Mais tout le monde sera impacté. Alors, j'avais lu pendant le confinement, dans les gens qui sont des économistes un peu de sport ou quoi, ils laissaient entendre que les choix se porteraient plus vers le soutien d'un sport pour tous plutôt que vers un sport d'élite. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas, j'espère que les gens seront toujours au rendez-vous pour soutenir, mais peut-être que ce sera d'une autre manière, d'une autre façon. Peut-être sommes-nous aussi arrivés à un moment où on avait poussé le bout du bout. On a vu au moment de la dépendance que la société avait de certains pays dans lesquels on avait délocalisé beaucoup. Donc peut-être que cette dépendance va diminuer. La recherche d'une main-d'œuvre peu chère n'est peut-être plus le choix possible. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être équilibrer et peut-être se réinventer. Donc du bon pourrait sortir de tout ça. Il le faut. Merci beaucoup Yvette Lambin-Berty, Madame l'ambassadeur, d'avoir été notre invitée dans la vigie ce soir sur Monaco Info. Donc l'enfant du rocher qui a gravi tous les échelons de l'administration monégasque et qui aujourd'hui se retrouve ambassadeur de Monaco auprès de l'UNESCO. Est-ce que vous voulez bien dédicacer notre livre d'or des invités de la vigie ? Pour ce moment si beau et chaleureux, merci.